Petit conte barbare pour chasseurs d'absolu aux opulentes voluptés. Sixième petit conte. L'empreinte du renard à l'oreille cassée. C'est une de ces mauvaises journées où tout mon imaginaire se trouve étranglé. Début de conte pénible, sensation de patauger lamentablement. Il est parfois très difficile de neutraliser la fonction rationnelle et logique dans l'élaboration d'un texte. Voilà où j'en suis. Et pendant que je jongle avec toutes sortes d'amalgames plus ou moins pertinents, mon esprit se glisse furtivement dans le jardin des ombres colloïdales, où je peux savourer à loisir toutes les douces voluptés liées au sentiment de l'hédonisme le plus pur, tout en me rappelant que cette divine comédie met encore en scène ce misanthrope que je suis. Cette sublime époque où je semais ça et là quelques miettes philosophiques par-devers mon superbe chariot de feu, lors de ma traversée épique du grand plateau laurentien. Et c'est par les chemins du jour et de la nuit que, tel un voyageur solitaire et imprudent, que je m'avance sous la grande lumière de la lune, croisant, çà et là, quelques rares âmes vagabondes et quelques risibles ivrognes métaphysiques, dont le bonhomme 7 heures lui-même. Et c'est guide des égarés en main que je m'en vais, explorant tous les ravins de lune, afin que, pieds nus dans l'aube, je puisse assister à la naissance de ce nouveau millénaire, si plein d'apologies obscures. Bien sûr que je sais que c'est dans de trompeuses espérances que se cachent les petites ironies de la vie, mais qu'à cela ne tienne, puisque plein de prémonitions dans la nuit glaciale laissent croire que les clés du royaume sont à jamais perdues et que le grondement dans la montagne annonce l'ultime combat des pèlerins de l'infini. Et c'est au bord de la grosse pleine lune que je marque un arrêt, ne serait-ce que pour perdre un temps soit peu mon regard dans les brumes de l'alcool. Voilà qui me permet d'attendre Godot, ma foi, plutôt agréablement. Et c'est dans le puits de solitude que me revient ce rêve de ma servante écarlate, tenaillée par un doute si lourd. Heureux les convaincus, me dis-je avec un ricanement quelque peu goguenard. Je crois bien que je suis encore revenu dans mon palais de l'éternel retour. Quelle ambiance de kermesse aux inversions si aberrantes et si cocasses. Puis je vois sur ma gauche l'empreinte du renard à l'oreille cassée. Triste présage, me dis-je. Car c'est bien connu, les croque-morts préfèrent toujours la bière. Et c'est dans leur ronde de nuit qu'ils n'ont de cesse de chercher un cadavre aux lèvres de vermouth, parmi les bosquets de silène, tout près du lac aux requins, là où les fleurs du temps égrènent toutes leurs petites dentelles cramoisies. Et c'est sur les ailes d'Isis que se déploient les portes de mon imaginaire, me laissant percevoir la petite gitane aux yeux turquoises, qui, avec l'énergie du désespoir, s'acharnait tant bien que mal à contrer la force d'inertie des choses, alors que les soldats de l'aube s'avançaient pas à pas, et jusqu'au dernier, se voyaient culbutés impitoyablement par le vent du diable. C'est à ce moment qu'investi d'une mission terriblement importante, je m'en fus par-devers le cœur de la nuit, à la recherche du rarissime 5e élément. Et concomitant à cela,
j'ai pu voir toutes les circonvolutions complexes de la bête humaine. Et chemin faisant, je tombais pile sur Anna Karénine, dont le regard si triste évoquait pour moi les limbes évanescentes des roses de mer en cascades vacillantes et aux exhalaisons d'énormissimes déconvenues. Et comme le train était à l'heure, je m'y engouffrai. Direction Karakoram. Un silence de fer plombait tout cet espace clos. Mais voilà-t-il pas qu'un orage d'acier s'abattit brutalement, ne laissant de nous que de fines petites poussières de cendre. Et comme il pleuvait des oiseaux, je dus, par une nuit, au sérail me réfugier. J'approchais dangereusement de mon point de rupture. Et c'est exactement là que l'avalé des avalés, devisant fort aimablement avec Billy the Kid, me chuchota à l'oreille. « Je suis curieuse, jaune. » Et de poursuivre tout à fait innocemment. « J'adore la délicatesse toute éthérée des petits chérubins dansant de Tiepolo. » Quelque peu déstabilisé par cette outrecuidance tout aussi pulpeuse qu'audacieuse. J'en profite pour l'aviser que les chemins de la haute ville sont désormais perdus, depuis que l'infini turbulent est devenu l'unique gestionnaire de l'apocalypse. Alors que le maître d'armes du roi Arthur s'est présomptueusement englouti dans la folle entreprise de décrypter les runes gothiques du livre des Huns. Voilà. Et tout compte fait, c'est en parfait dilettante qu'au-delà de mon insomnie contrapuntique, je consultai le journal des dupes, persuadé que j'étais de l'épouvantable inutilité d'expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit. Et c'est en voyant les yeux tristes de mon camion que je compris toute la fascination que peuvent exercer les portes de l'enfer. Ce qui m'entraîne dans une dérive irrésistible vers les divisions de Cassini, ou était-ce plutôt vers la discontinuité de Mohorovičić? Enfin, qu'importe, puisque j'étais alors sous l'emprise du redoutable cycle de Saros. Seulement voilà, au même moment, flottait dans l'air une petite mélodie de mirliton triste m'incitant à penser que ma voisine est une parfaite salope. Et c'est par un effet d'étrange récurrence que, parti pour Citerre, je débarquai tard dans la nuit à la Chartreuse de Parme, où un hussard sur le toit me confia à voix basse être littéralement envoûté par le jeu intrinsèquement diabolique du pianiste Novecento. Cela étant dit, une rumeur persistante alléguait qu'on liquidait plein de chiens à l'abattoir numéro 4, ce qui eut l'heure de soulever en moi une violente vague de colère, et je m'enfuis illico prendre conseil auprès de M. Pourceaugnac, qui me dit sans embâche: « Mon cher Balbise, en tant que sycophante du roi, vous devriez vous procurer une horloge sans aiguille, et puis, le vent dans les voiles, compléter votre interminable périple au bout de la nuit. » Sans quoi, avec le temps, plein de fragments de ciel, juste avant la forêt, vont produire plein de ravages dans vos insomnies circonlocutoires. Bien sûr que tout cela me rappelle l'époque où Lutetia n'était qu'un hameau famélique et où Michel de Notre-Dame composait ces célébrissimes centuries dont les visions prophétiques s'étendent bien au-delà du XXe siècle. Puis je trouve ce petit mot gribouillé à la hâte. « Je t'attends à New York, Lola !» Et c'est un peu comme un lustucru d'opérette, ou peut-être mieux encore, tel un polichinelle burlesque avec une obédience toute fragmentée par mes incessantes cavalcades. Donc, départ dans la nuit, par-delà les grandes vastitudes océanes, où il me fut loisible de visionner un film de Michel Audiard, duquel j'ai tiré ce très savoureux dialogue. « J'ai le glaive vengeur et le bras séculier.
l'aigle va fondre sur la vieille muse. Ah, c'est chouette comme métaphore, non? C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Ah là là, faites pas chier. Ah, ça, c'est une métaphore. Oh, je trouve ça extrêmement mauvais. Voilà, là.